Bonjour à tous, aujourd'hui suite de la vidéo sur la représentation des forces. Donc maintenant qu'on a parlé des vecteurs, on va s'intéresser un peu plus à l'interaction gravitationnelle, à la formule du poids et à la notion du principe d'inertie. Le principe d'inertie, j'irai assez vite. Il faut savoir que vers les plus grandes classes, première et terminale, on va un peu plus loin dans le principe d'inertie avec la notion de quantité de mouvement. Si vous voulez aller voir un peu plus tout ça, faudra taper sur internet quantité de mouvement. Peut-être que je ferai une vidéo à un moment donné quand j'aurai le temps de faire des vidéos pour les terminales. Alors, on est parti. Parmi les choses que vous avez vues au collège, il y a cette formule-là, P égale mg. En seconde, on va un tout petit peu plus loin et cette formule-là, on peut l'appeler P égale mg. Alors, quelle différence dans l'idée? La grosse différence, c'est que ça vous permet, comme dans la précédente vidéo, de calculer une grandeur, donc une valeur, la valeur du poids, la force avec laquelle vous êtes attiré par la Terre. Ça vous permet, en plus de savoir ça, de savoir vers où et dans quelle direction. Donc, ça, c'est la notion vectorielle. Il faut savoir que le poids, du coup, va dépendre de deux choses. Va dépendre de votre masse. Bien sûr, ça paraît logique, quelqu'un qui est un peu plus gros ou même un bateau est d'autant plus attiré par la Terre qu'il est lourd. Et ça va dépendre de G. G, c'est la pesanteur. C'est le champ de force en fait qui règne sur Terre. Ce G va dépendre de la planète sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur la Lune, vous ne serez pas attiré de la même façon, malgré le fait que vous ayez la même masse. Donc, vous n'allez pas subir le même poids, vous n'allez pas subir la même force. Par contre, votre masse, bien sûr, ne change jamais. Le seul moyen de changer votre masse, c'est de faire un régime, ou de grossir, au contraire, ou de vous couper un bras. Enfin bref, dans l'idée, ça ne changera jamais. Par contre, G, lui, va dépendre de l'astre sur lequel vous êtes. Donc, sur le Soleil, G est colossal. Sur Jupiter, G est colossal. Sur la Lune, G est très petit. Je crois 3 fois moins que sur Terre ou 4 fois moins que sur Terre, voire peut-être... Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi c'est si facile, on a l'impression qu'on vole un petit peu sur la Lune. Donc G est un vecteur que l'on peut représenter comme ceci. Voilà. Il n'a pas de réalité physique en réalité. Il ne faut pas imaginer un objet comme ça qui soit en train de vous écraser. Mais dans l'idée, on peut appeler ça ce qu'on appelle un vecteur accélération. C'est comme si, en fait, vous étiez en train de tomber constamment sur la Terre. Vous avez certes vos pieds sur la Terre, mais c'est comme si ça vous traduit le fait que vous êtes constamment en train de tomber vers elle. Voilà. Et vous tombez d'autant plus facilement que vous avez une masse importante. Voilà ce qu'il faut comprendre dans l'idée. Alors, d'où sort cette formule? Eh bien, on va essayer de la démontrer là. Et pour la démontrer, il faut que je revienne encore une fois à des connaissances de collège, vers une force qui est en fait encore plus importante, qui est celle-ci. Alors, je ne vais pas la mettre avec des vecteurs cette fois-ci, je pourrais, mais je ne vais pas le faire. G fois la masse A fois la masse B divisé par R carré. Ça, c'est la force qu'exerce A sur B. C'est aussi la force qu'exerce B sur A. On y reviendra juste après. Grand G qui est ici, attention, ce n'est pas le petit G dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est une constante de gravitation universelle. Il nous fallait une constante pour que les maths soient cohérentes avec la physique. Bon, bah la voilà, et puis basta. Ce qui est intéressant quand même, c'est que cette constante ne change jamais, peu importe la planète sur laquelle vous êtes. Ça, c'est pas mal. Par contre, le petit G, lui, va changer, et on va voir pourquoi. Bien évidemment, quand vous avez une planète A et ici une planète B, ça paraît logique de se dire que ces deux planètes vont être d'autant plus attirées l'une vers l'autre qu'elles sont proches l'une de l'autre. Si vous éloignez B, B ressent un petit peu moins la présence de A, donc du coup ma force va être plus faible. Voilà pourquoi vous avez au dénominateur la distance. Donc plus la distance est importante, plus le dénominateur va être grand. Et quand le dénominateur est grand, qu'est-ce qui se passe? La force est petite. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous faire des petits... Quand vous avez du mal à comprendre les mathématiques comme ça, remplacez par des chiffres. Et si je mettais R égale 3, ça fait 1 tiers. Si je mets R égale 4, ça fait 1 quart. Oui, mais 1 tiers, c'est 0,33. Et 1 quart, du coup, c'est 0,25. Je m'aperçois effectivement que quand j'augmente le dénominateur, je vais avoir du coup... une diminution du quotient. C'est-à-dire que là, ce serait F qui est égal à ça. Dans un cas, quand j'augmente R, je vais avoir une diminution de la force globale. Alors, et on a remarqué que la force entre les deux astres diminue vraiment beaucoup quand la distance augmente. Voilà pourquoi, du coup, ici, la distance est au carré. Maintenant, on se doute bien aussi que par exemple ici, on va lui donner un petit nom, ce sera le Soleil et ça, ce sera la Terre. On se doute bien que le Soleil attire davantage la Terre que Mars ne le fait, par exemple.
Mars va beaucoup moins attirer la Terre que le Soleil ne va le faire. D'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, que l'on tourne autour du Soleil et pas autour de Mars, bien sûr. Donc, plus la masse de chacune des planètes ou des astres, peu importe, va être importante, plus la force va être importante. Voilà pourquoi les deux masses sont au numérateur. Alors maintenant, il faut savoir quelque chose avec cette force, et c'est ce que je vous disais avec A sur B et B sur A. Si je calcule la force du Soleil sur la Terre, je vais donc faire G fois la masse du Soleil fois la masse de la Terre divisé par la distance entre le Soleil et la Terre au carré. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que si je calcule la force non plus du Soleil sur la Terre, tiens, petit rappel avec la vidéo précédente, je veux représenter la force du Soleil sur la Terre. Donc sur la Terre, ça veut dire que la force, elle part de la Terre et elle va vers le Soleil. Voici la force du Soleil sur la Terre. Attention, vecteur, je le représente par un vecteur. Ce qui est intéressant, c'est que la force opposée, c'est-à-dire la force de la Terre sur le Soleil, c'est-à-dire la force avec laquelle la Terre attire le Soleil, eh ben, elle est identique à la force avec laquelle le Soleil attire la Terre. Regardez, G ne change pas. Ici, je mets la masse donc, de la Terre, ici la masse du Soleil, et ici la distance entre les deux au carré. Est-ce que la distance entre le Soleil et la Terre est différente que la distance entre la Terre et le Soleil? Bien sûr que non. Et si je fais 3 fois 2, est-ce que c'est égal à 2 fois 3? Bien sûr que oui. Donc, on sait bien que dans une multiplication, l'ordre n'a aucune importance. Donc, que je fasse masse du Soleil fois masse de la Terre ou masse de la Terre fois masse du Soleil, c'est la même chose. Moralité, cette force-là est identique. Donc, c'est la force de la Terre sur le Soleil. Vous voyez le slash, encore une fois, ça veut dire sur. Donc, n'oubliez pas que quand on exerce quelque chose sur quelque chose, ben forcément, le sur quelque chose, il part de là. Donc, la force doit partir de l'objet sur lequel j'agis. Donc, les calculs sont très faciles à faire. Hein. Alors, souvent, ça sera en puissance de 10. Je ne vais pas vous reparler des puissances de 10. Hein. J'en ai déjà fait des tonnes là-dessus. Donc, attention, les masses en kilogrammes. Attention, ça, ce sera toujours donné, vous inquiétez pas. Et ça, c'est en mètres. Super important. Souvent, vous aurez la distance en kilomètres. De temps en temps, même en années-lumière. Bon, ce sera un petit peu méchant. Mais surtout, ça, ce sera en kilomètres. Pensez bien à mettre ça en mètres. Parce que si vous vous trompez, vous faites une erreur. Non pas... Déjà, vous allez faire une erreur. Donc, si vous êtes en kilomètres et que vous avez oublié de le passer en mètres, vous allez faire une erreur d'un facteur 1000. Mais comme il est au carré, vous allez faire une erreur d'un facteur 1 million. Bon, c'est quand même pas rien. Donc là, on a quelque chose d'un peu bizarre. C'est de se dire que donc la force qui fait que la Terre tourne autour du Soleil, elle est identique au fait que le Soleil est attiré par la Terre. Et là, on se dit, alors on va repartir sur quelque chose d'un peu plus proche de nous. J'ai une pomme. Question, est-ce que c'est la pomme qui tombe sur la Terre ou est-ce que c'est la Terre qui tombe sur la pomme? Parce que moi, quand j'y réfléchis, maintenant je me dis, mais ça veut dire que, sachant ça là, la pomme est autant attirée par la Terre, donc ça c'est, ah oui tiens, hop, faites le petit exercice. Ce que je viens de dessiner là, c'est la force de la Terre sur la pomme ou la force de la pomme sur la Terre? C'est bon? Réfléchis? Ben ça, c'est la force de la Terre sur la pomme. Parce que la force part de la pomme. Mais la Terre elle-même est attirée avec de la même façon par la pomme. J'ai oublié les vecteurs. Hop. Ce sont des forces identiques. Si cette force, donc la pomme veut dire qu'elle fait une centaine de grammes, donc 0,1 kg x 10, donc ça fait 1 newton. Bon, du coup, la pomme, elle est attirée avec 1 newton. Il y a 1 newton qui fait, du coup, il y a 1 newton de force, donc la force est attirée avec 1 newton vers la Terre. Et bien la Terre est attirée vers la pomme avec une force aussi de 1 newton. Et du coup, évidemment, en sens opposé. Donc, question maintenant. Qui tombe? Est-ce que c'est la pomme qui tombe sur la Terre ou est-ce que c'est la Terre qui tombe sur la pomme? Pour répondre à cette question, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Alors, il va vraiment falloir comprendre, mais c'est très facile à comprendre. Dites-vous bien, imaginez, vous avez combat de sumo en face de vous. Vous faites 60 kg. En face de vous, vous avez quelqu'un qui fait 250 kg. Question, est-ce que ce sera plus facile pour lui de vous bouger ou pour lui de le bouger? Donc faites le combat contre lui, vous allez vite vous rendre compte que vous allez vite vous faire sortir du terrain. Pourquoi? Non pas parce qu'il est plus fort. À force égale, eh bien lui, vous allez avoir beaucoup plus de mal à le bouger parce qu'il est lourd.
En fait, l'inertie, c'est quoi? C'est la difficulté à bouger un objet à cause de sa masse. Quand on est lourd, on a envie de rester dans son état de repos ou de mouvement. Par exemple, vous avez un train qui est en train de passer. Eh bien, ce train, comme il a une vitesse par exemple de 20 km/h, il sera difficile à arrêter parce qu'il est très lourd, donc il veut persévérer vers son état, du coup, qui va vers l'avant. Ben là, c'est pas. Vous avez un vélo, par contre, le vélo sera plus facile à arrêter, alors qu'il va à 20 km/h lui aussi. Donc, si vous avez, imaginez, hop, vous vous sentez fort, je vous déconseille de faire ça, bien sûr. Ici, bon, ça c'est un train, d'accord. Ici, le train, vous essayez de l'arrêter alors qu'il va à 20 km/h. Eh bien, vous aurez beaucoup plus de mal, a priori, à l'arrêter que si c'était un vélo. Comment on fait un vélo? Comme ceci. Ok, c'est horrible. Bon, bref, c'est un vélo. Vous aurez beaucoup plus de difficultés, et lui, il va aussi à 20 km/h. Vous aurez beaucoup plus de difficultés à arrêter un train à 20 km/h qu'un vélo à 20 km/h. Pourtant, on pourrait se dire, oui, mais dans l'idée, j'ai la même vitesse, donc pourquoi ça devrait changer quoi que ce soit? La masse, bien sûr. Ici, il va acquérir beaucoup plus d'énergie, il aura donc du coup beaucoup plus d'inertie. L'inertie, c'est encore une fois le fait de persévérer, d'accord, dans son état. Eh bien, un petit peu comme quelqu'un de têtu, hein, dans l'idée, si on voulait comparer avec ça, quelqu'un qui est très têtu, il a beaucoup d'inertie, donc il va rester dans ses idées fixes. Alors que quelqu'un qui est très ouvert aura moins d'inertie, on peut voir ça comme ça. Donc là, pareil, très lourd, donc grosse inertie, donc du coup, vous aurez beau être devant, il continue sa route, voilà pourquoi on peut avoir un accident à la personne. Par contre, le petit vélo à 20 km/h, vous allez vous faire autant mal que lui. Pourquoi? Parce que lui, malheureusement, comme vous avez déjà de base aussi une inertie, ne l'oublions pas. Cette inertie, elle est quasiment équivalente à l'inertie du vélo, parce que vous avez une masse qui est presque similaire, donc vous allez vous faire aussi mal l'un que l'autre. Alors que là, votre inertie par rapport au train, elle est ridicule, donc forcément, lui, il aura quasiment aucun dégât. Voilà dans l'idée, donc qui attire qui? La pomme ou la terre? Qui tombe sur qui? Eh bien, c'est bien la pomme qui tombe sur la terre, puisque la pomme est très légère, la terre est très lourde. Donc, ok, elle s'attire de la même façon, mais il y en a une qui, quand je lui mets une petite pichenette, elle bouge, alors que l'autre, si je lui mets une petite pichenette, il ne se passe pas grand-chose. Hein, d'accord? Donc, il faut savoir que vous allez avoir d'autant plus de difficultés à bouger un objet qu'il est lourd. Donc, pourquoi c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil aussi? Parce que le Soleil est, je crois, 1 million de fois plus lourd, ou 1000 fois plus lourd, 1 million de fois, je crois, plus lourd que la Terre. Donc, forcément, ce sera beaucoup plus facile de faire bouger la Terre que le Soleil. Donc c'est bien la Terre qui va tourner autour du Soleil plutôt que le Soleil qui va tourner autour de la Terre. Mais bien sûr, le Soleil tourne autour de la Terre, mais avec une vitesse ridicule. En terminale spé physique, vous êtes capable de savoir d'ailleurs à quelle vitesse va tourner le Soleil autour de la Terre. Bon, c'est quelque chose qu'éventuellement on pourra faire. Au niveau seconde, pas besoin d'aller jusque-là. Je voulais vous dire maintenant une dernière chose. Comment tire-t-on la formule du poids? Comment tire-t-on la formule du poids de cette force d'interaction gravitationnelle? Alors, il faut faire attention. Le poids que je vais définir ici, ça va être dans un référentiel purement galiléen. Pour ceux qui n'ont pas encore ces notions-là, tant pis, ok, oubliez, c'est pas grave, on va vraiment pas compliquer la chose plus que ça. Attention par contre, hein, si on prenait en compte, pour ceux qui regarderaient cette vidéo à plus haut niveau, attention, le poids n'est pas que la conséquence de l'interaction gravitationnelle quand vous êtes sur un référentiel où vous considérez les forces d'entraînement. Donc faites gaffe à ça. Alors, on est parti. Alors finalement, c'est tout bête, vous allez voir. Donc, le poids, c'est la masse de l'objet multiplié par petit g. Si je m'intéresse à la force, donc on va reprendre ma petite pomme de tout à l'heure. Si je m'intéresse à la force que subit du coup, donc la force que subit la pomme, donc la force de la Terre sur la pomme, eh bien cette force-là, c'est grand G fois la masse de la pomme fois la masse de la Terre divisé par la distance entre la Terre et la pomme, de quelques mètres bien sûr ici. Et le poids, donc ça c'est la force de la Terre sur la pomme. Eh bien le poids, ça va être la masse de la pomme
multiplié par ce fameux petit g. Alors, quel est ce fameux petit g? Eh bien, regardez, vous voyez ici, alors j'aurais peut-être pu mettre un grand M aussi pour rester cohérent. La masse de la pomme qui est là, je l'ai déjà ici. Eh bien, en fait, petit g, là, qui est ici, ça va être tout ça. Voilà ce que c'est que petit g. Et c'est une constante. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est une constante? Regardez. La pomme ici, certes, elle est, par exemple, je la fais chuter d'ici, elle va être à 1,80 m du sol. Donc, elle est à 1,80 m de la Terre. Oui, mais, attention, de la surface de la Terre. N'oublions pas que nous représentons la force d'interaction gravitationnelle à partir du centre de l'objet. Donc, le centre de la Terre, entre autres. Mais il y a combien de distance là entre ces deux-là? Entre ces deux-là, il y a 6374 km, je crois. Le rayon de la Terre, 6374 km. Vous imaginez bien, si je rajoute à 6374 km 1,80 m, c'est rien du tout. Donc en fait, cette distance-là, elle ne joue même pas. Donc en fait, quand vous faites une expérience sur la Terre, quand vous allez regarder le poids d'un objet sur la Terre, le poids d'un bateau, le poids d'un avion, alors même si le poids d'un avion, attention, ça va jouer un petit peu, le poids d'une maison, le poids d'une voiture, le poids d'un camion, bref, le poids de n'importe quoi, en fait, on se rend compte que la plupart du temps, au maximum, il est à quelques centaines de mètres l'objet de la surface de la Terre. Oui, mais devant 6374 km de distance ici, en fait ça, c'est négligeable. Jusqu'à 100 mètres, c'est largement négligeable. On peut presque même négliger ça quand on est à 1000 mètres d'altitude. Donc même en montagne, la pesanteur ne changera quasiment pas. D'ailleurs, c'est le cas, hein, ça change de 0,01 mètres par seconde moins 2, donc aucune importance. Donc ici, en fait, la distance, peu importe si je me trouve là, 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 là ou là, la distance ne changera jamais, c'est le rayon de la Terre au carré, en fait. C'est une constante. C'est une constante. La masse de la Terre, bien sûr, elle ne maigrit pas au cours de route, hein, elle ne grossit pas non plus. Hein. Ce qu'on fabrique sur Terre est bien évidemment fabriqué à partir de matière terrestre, donc on n'augmente pas la masse de la Terre. Donc, moralité, eh bien, si vous faites P égale masse de la pomme fois grand G fois la masse de la Terre, ok, divisé par le rayon de la Terre au carré, eh bien ça, c'est votre fameux petit g, et vous pouvez faire le calcul, ça fait quasiment 9,81 mètres seconde moins 2. Voilà comment on fait pour trouver le poids à partir de la force d'interaction gravitationnelle. Voilà dans l'idée. Alors, je vais un peu loin, hein, d'accord, ça en secondes, vous n'êtes même pas vraiment obligé. Alors, ça serait bien de savoir le faire quand même, on va pas se mentir, mais c'est pas quelque chose à savoir par cœur, bien sûr. Vous, ce que vous devez savoir en secondes, c'est représenter des forces, calculer des poids, calculer des forces d'interaction gravitationnelle, être capable de savoir si c'est la force du Soleil sur la Terre ou la force de la Terre sur le Soleil. Savoir que si je fais la force du Soleil sur la Terre, donc je vous rappelle, c'est-à-dire cette force-là, c'est la même que celle-ci, mais opposée. D'accord? Attention à ça. Savoir l'écrire en version vectorielle, les représenter à l'échelle si je vous donne une échelle. Et puis dans l'idée, ça y est en fait. Et puis l'histoire de l'inertie qui vous dit que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil parce que le Soleil est trop lourd par rapport à la Terre. Donc du coup, certes, les deux forces sont identiques, mais avec une même force, j'aurai plus de facilité à bouger quelque chose de léger que quelque chose de lourd. Ça paraît logique, hein. Vous prenez deux bodybuilders identiques, ou même une personne tout court, vous la faites porter un colis de 10 kg, puis vous la faites porter un colis de 1 kg. La facilité avec laquelle elle portera l'objet dépend bien sûr de sa masse. Bon là, c'est un petit peu la même idée, quoi. Ce sera d'autant plus facile de faire bouger un objet qu'il va être léger. Voilà pour ça. Retenez la notion des sommes des forces qui peuvent être égales à 0 et du coup je vais avoir un mouvement rectiligne uniforme ou alors pas de mouvement. Et si la somme des forces n'est pas égale à 0, dans ce cas-là, j'ai obligatoirement un mouvement. Ça, c'est intéressant. Ok là-dessus. Donc le principe d'inertie, hein, il s'écrit aussi comme ça. Entre autres, c'est ce que je viens de vous dire à l'oral là. Somme des forces extérieures qui est égale à 0. Va impliquer du coup que je vais avoir un mouvement rectiligne uniforme ou pas de mouvement. Voilà ce que ça vous dit ça. Et donc ça, entre autres, c'est le principe d'inertie. Parce que si de base, j'avais un mouvement comme ceci, imaginez que je me déplaçais comme ça, voilà, j'allais en ligne droite déjà de base, parce que sur moi s'exerce mon poids
Et puis, une force de réaction quelconque, en tout cas qui est identique au poids. Et voilà, j'avais juste ces deux forces-là, comme le train que j'avais pu faire. Eh bien, la somme des forces qui s'exercent sur mon objet, elle est nulle, hein, puisque j'ai une force qui va vers le haut, une force qui va vers le bas. Les deux se compensent puisqu'elles sont identiques. Eh bien, mon objet va continuer en ligne droite, comme ceci, avec une vitesse constante, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Hein, dans l'idée, mathématiquement parlant, vous n'avez que ça là-bas à savoir faire. Calcul de force, calcul de poids. Et puis après, le reste, en fait, c'est que, pour une fois, j'ai envie de dire, c'est que de la logique. Profitez-en pendant que c'est que ça. Donc, être capable de visualiser des forces sur un objet, être capable de comprendre, tiens, quel va être son mouvement. Donc, du coup, s'il a tel mouvement, s'il commence à avoir un mouvement bizarre, c'est forcément qu'il y a des forces qui s'exercent sur lui et qu'elles ne se compensent pas. Enfin bref, je pourrais en parler pendant encore une heure, mais il y a beaucoup de conséquences qui sont que de la logique physique. Donc, pour une fois, il faut en profiter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je continuerai peut-être des vidéos là-dessus si nécessaire. Je ne pense pas a priori, mais si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les faire et puis j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.